Bonjour à toutes et tous. Les cours derniers, on avait parlé de l'impressionnisme. Aujourd'hui, on va parler du post-impressionnisme. Mais avant de procéder, il me semble important quand même rappeler quelques aspects que nous avons vus dans l'impressionnisme, qui évidemment va être important pour le post-impressionnisme également. Donc, on avait expliqué comment l'impressionnisme a joué un rôle important vraiment dans l'histoire de l'art et non pas uniquement d'un point de vue formel, non seulement d'un point de vue des productions picturales, mais également dans l'histoire des expositions. Et ça me semble quand même assez important par rapport à comment les œuvres sont exposées, comment elles sont reçues par le public. Alors, en ce sens, je vous avais expliqué, en retraçant un petit peu l'histoire des expositions et du fonctionnement du salon, comment à partir du pavillon du réalisme, les choses ont un petit peu changé et il y a eu une sorte d'émancipation des artistes par rapport à la production académique. On a eu ensuite les salons des refusés et ces artistes impressionnistes qui étaient refusés également par les salons des refusés se sont associés entre eux pour former une société des peintres, des sculpteurs, etc. Pour exposer au salon des indépendants. Et donc, c'est évidemment une étape importante. Pourquoi? Parce que c'est une association d'artistes qui, en quelque sorte, promeut ses propres idées, se détache complètement de l'académie qui va instaurer aussi une façon de fonctionner et d'exposer différentes. D'ailleurs, j'avais oublié de vous parler de ce personnage qui est quand même assez important pour les impressionnistes, qui est Paul Durand-Ruel, qui est en quelque sorte un premier à la fois commissaire d'exposition et galériste moderne qui en fait s'intéresse de près au travail des impressionnistes et qui promeura leur travail à travers des expositions. Et là aussi, il y a une réflexion différente parce qu'il va organiser notamment des expositions solo, alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Si vous vous souvenez comment les œuvres étaient exposées dans les salons, toutes sur un même mur, sur plusieurs murs en tout cas, il y avait plusieurs œuvres et plusieurs artistes. Et donc, il y a vraiment un changement aussi de comment les œuvres doivent être exposées. Alors, je vous avais également dit que les impressionnistes, c'est quand même un phénomène relativement de courte durée. Et on a la première exposition en 1874 et la dernière en 1886, en étant en total 8 expositions. Alors, pour ce qui concerne les post-impressionnismes, on est on utilise ces termes, ces termes évidemment nous fait penser à ce qui suit, à ce qui a été dépassé, mais en même temps c'est un peu complexe la question parce que dans des expositions impressionnistes, dans ce qu'on considère des expositions impressionnistes, il y avait exposé déjà des peintres qu'aujourd'hui on classe en quelque sorte dans l'histoire de l'art dans les post-impressionnistes. Donc, c'est le cas, par exemple, de Georges Seurat, de Paul Gauguin, qui ont exposé en 1886 à la dernière exposition de l'impressionnisme, mais également de Cézanne et d'autres artistes. Et alors, évidemment, l'œuvre de ces artistes a évolué dans le temps. Donc, s'ils pouvaient s'inscrire dans un travail impressionniste en termes si formels auparavant, c'est peut-être plus le cas après. Alors, disons que c'est important aussi de préciser d'où ce terme de post-impressionnisme vient. Donc, tout d'abord, il y a une désignation de néo-impressionnisme, et c'est une définition qui fut donnée en 1886, donc à la dernière exposition de l'impressionnisme par Félix Fénéon. Donc forcément, quand on met néo, il y a cette idée de nouveauté, donc de quelque chose qui est quand même différent par rapport à ce qu'on avait identifié comme impressionnisme auparavant. Et ensuite, il y a plus tard Roger Fry, un autre critique d'art, qui va utiliser les termes de post-impressionnisme, notamment pour une exposition qui regroupe quand même les artistes qu'on va voir aujourd'hui. Ça va. Alors, l'idée, c'est de sortir un petit peu de cette idée d'impression donnée par la recherche impressionniste et de se focaliser sur d'autres types de recherches, mais qui sont des recherches très variées. Donc, alors que dans l'impressionnisme, on pouvait plus ou moins voir globalement la même démarche, que ce soit chez Claude Monet, chez Renoir, une démarche qui est liée à la recherche de la lumière, de l'instant, de l'impression, de quelque chose de fugace à travers cette peinture par touche rapide, un travail en plein air. Ici, chaque artiste qu'on met dans cette case de post-impressionnisme aura une recherche bien précise et bien spécifique et individuelle
qui est plus difficilement regroupable sur même façon de fonctionner et seront justement ces artistes qui vont ouvrir la voie pour tout ce qui va suivre, à la fois une recherche liée plutôt au symbolisme, une recherche liée plutôt à l'expressivité, etc. Mais je vais y revenir. Alors, ces artistes ont été fortement influencés. J'avais cité la question la fois dernière, mais je vous avais dit que j'en parlerai plus en détail après, par des recherches scientifiques menées sur la couleur et sur la perception des couleurs et sur la façon dont notre perception visuelle fonctionne. Et c'est notamment le cas des chercheurs comme Michel Eugène-Chevreul, qui à l'époque a publié des textes sur ces lois des couleurs, de la perception de la couleur et de la lumière. D'accord? Alors, ici, je n'ai pas pris tous les lois dans les détails, etc., mais je vais citer celles qui me semblent les plus importantes pour comprendre la démarche de ces artistes. Notamment la loi du contraste simultané des couleurs et du mélange rétinien. Donc ici, nous sommes face au fait que lorsque, donc Chevreul nous dit, lorsque on juxtapose deux couleurs pures sur une toile, sur un support, notre œil, à une certaine distance, va lui-même faire le mélange entre les deux couleurs. Si vous regardez ici, ce premier cercle rouge avec des bandelettes jaunes, lorsque l'on regarde de loin, il devient orange. Ici, on a le cercle rouge avec des bandelettes bleues, il va devenir violet. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est l'effet de ce contraste simultané. Elle dit également que lorsque l'on regarde en couleur primaire, automatiquement, notre œil va nous montrer la couleur complémentaire qui correspond à cette couleur. C'est-à-dire, ici, par exemple, on a donc couleur primaire rouge. Bon, c'est magenta, hein, la couleur primaire, mais bon, on va dire que c'est magenta ou rouge. Normalement, si on fixe cette couleur pendant un moment et qu'on ferme par exemple les yeux, automatiquement, on devrait voir la couleur verte. Donc, je rappelle juste brièvement que les couleurs complémentaires sont celles qui sont créées par le mélange des deux autres couleurs primaires. Donc ici, à l'occurrence, les couleurs primaires, c'est magenta, jaune, bleu, sans rentrer trop dans les détails. Et donc, forcément, les complémentaires du rouge, magenta, ça sera les jaunes plus les bleus qui fait vert. Si je prends le bleu, ça sera les jaunes plus le rouge qui fait orange. Ça va? Fermez parenthèse. Donc, bien évidemment, ces lois, elles s'appliquent aussi à la peinture impressionniste, puisqu'on avoue que ces artistes travaillent par des touches de peinture assez rapides et que ces tableaux, lorsque l'on regarde de près, c'est très difficile de voir en fait la représentation, alors que dès qu'on s'éloigne, notre œil va mettre ensemble toutes ces touches de peinture pour en créer une image bien définie et assez réaliste en général. Alors, la recherche de Georges Seurat se base vraiment sur cette recherche de Chevreul, c'est quelque chose qui est établi. Et d'ailleurs, en travaillant de cette manière, il va se détacher de la fraîcheur en quelque sorte de la peinture impressionniste pour quelque chose de beaucoup plus analytique. D'ailleurs, on parle de son travail comme de l'impressionnisme scientifique. Évidemment, c'est aussi une technique qu'on appelle la technique pointilliste, d'accord? Parce que qu'est-ce qu'il fait cela? Il va mettre des points de couleurs primaires sans les mélanger au préalable. Donc, ils sont juste apposés sur la toile, ils sont bien séparés les uns des autres. Et en les juxtaposant, c'est notre œil qui, à une certaine distance, va faire les mélanges. C'est un petit peu le fonctionnement aussi du pixel de nos écrans aujourd'hui, même si on est dans des dimensions encore plus petites. Donc, c'est le cas de ce tableau très célèbre qui est un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, autrement connu pour la Grande Jatte, plus simplement, qui a été exposé dans cette fameuse exposition de 1886. Ici, les détails que je vous avais montrés juste auparavant, c'est en fait un détail du gazon qui en réalité c'est pour vous montrer comment c'est vert, n'est pas vert, mais c'est donné vraiment par les mélanges de ces petits points, de ces touches de peinture que les peintres vont juxtaposer pour pouvoir étudier justement comment ces mélanges optiques fonctionnent. Ça va?
Alors, ces toiles, bien qu'on a des touches de peinture bien visibles comme chez les impressionnistes, vous vous en doutez bien, c'est difficile de l'imaginer comme une peinture impressionniste et c'est là pour une raison très claire, selon moi, c'est le fait qu'on est à l'opposé en quelque sorte. Parce que si les impressionnistes, par définition, c'était l'impression, la lumière, quelque chose de fugace, un instant à saisir, etc., ici, on a l'impression de regarder une œuvre où le temps est figé. Il n'y a pas de mouvement, tout est à l'arrêt. Les corps sont très, c'est presque des volumes, mais qui vraiment piétrifiés dans un certain sens. Et d'ailleurs, c'est l'impression que cela a fait aux artistes. À l'époque, déjà, Claude Monet, il n'a pas du tout apprécié cette toile. Pour lui, c'était absolument pas impressionniste, ce qui est juste, comme on vient de le dire. Et pour un critique de l'époque, Octave Mirbeau, il dit un immense et détestable tableau qui semble une fantaisie égyptienne. Alors, il dit fantaisie égyptienne parce que tout est figé. En plus, si vous regardez la plupart des personnages, ils sont des profils, exception faite pour la dame ici avec cet enfant, etc. Donc, quelques-uns d'autres, mais la plupart des profils. Et si vous avez en tête un petit peu certaines des productions égyptiennes qui sont en général avec soit la tête tournée d'un côté et le corps de l'autre, c'est vraiment l'image statique par excellence de la représentation. Ça va? Mais ce qui intéressait Georges Seurat, ce n'était pas du tout de faire quelque chose de mouvementé. C'est d'ailleurs une composition très très lente. On n'est plus du tout dans cette idée d'un plein air, de vouloir saisir l'instant, de vouloir travailler sur la lumière. C'est vraiment une étude de comment pouvoir reproduire scientifiquement les lois de cette chevreule. Et cela, en plus, est d'autant plus fort par cette composition. Donc, c'est un tableau qui est quand même de grande taille, qui lui a pris très longtemps, ça lui a pris 2 ans à réaliser, et qui est structuré d'une façon très claire avec une diagonale ici ascendante. Et également, si vous croisez, si vous tracez les diagonales du tableau, vous allez tomber pile poil dans ce personnage qui se trouve au centre. Donc tout est très 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 équilibré et arrondi par ces formes courbes, notamment des parapluies, ici de la robe de la dame, etc., de l'arbre. Il y a des formes rondes qui donnent un certain rythme à cette scène qui est pourtant assez statique. Alors, il faut savoir que ce tableau, il a en quelque sorte un pendant, ce n'est pas tout à fait un pendant, mais presque, qui a été réalisé auparavant. Donc, et on le voit aussi par rapport à la technique picturale qui ici, elle n'est pas encore au point, on n'est pas encore tout à fait dans du pointillisme. Il y a, bien sûr, il y a des touches de peinture qui sont séparées, mais ces touches elles sont quand même un peu mélangées et on n'est pas vraiment dans quelque chose d'aussi méticuleux et séparé comme ici, c'est le cas pour la Grande Jatte. Et en fait, pourquoi je vous ai dit un pendant? Parce qu'en fait, on regarde, c'est une baignade à Asnières, c'est en quelque sorte l'autre côté de la rive qu'on vient de voir à la Grande Jatte. Et d'ailleurs, la construction est similaire. On a ici, à l'inverse de la Grande Jatte, une diagonale descendante qu'on peut tracer ici avec les têtes des personnages. Alors, est-ce que c'est les deux rives en quelque sorte qui se regardent? Les deux tableaux ont été réalisés, donc celui-ci en 84 et l'autre, je vous ai dit, entre 84 et 86. Donc oui, ils font partie en quelque sorte, bien sûr, de la même thématique, une thématique qui a tracé toute l'histoire de l'art, l'histoire des baignants. Ici, évidemment, c'est des gens, c'est des Parisiens qui sont là, d'accord? Ce n'est pas des figures mythologiques, des figures allégoriques, etc. Donc, on revient aussi sur cette fameuse nudité dont nous avons déjà parlé. Et on a aussi deux catégories sociales qui sont représentées dans ces deux tableaux. Ici, à gauche, c'est un peu les ouvriers. C'est là on peut le reconnaître par leurs habits plus simples. Ils font de la baignade, etc. Et en plus, dans l'arrière-plan, on voit les industries qui sont en train de fonctionner. Alors que de l'autre côté, on voit une classe plus élevée, plus distante. On peut le reconnaître par les attitudes, mais également en particulier par les vêtements.